Il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une situation très troublante. Je sortais de mon stage étudiant à Charlotte, en Caroline du Nord, et il avait neigé toute la journée. Pour tous ceux qui vivent dans le sud, vous savez que c'est un grand événement quand il est prévu de la neige et que les épiceries sont dévalisées la veille. J'avais décidé d'aller chercher quelques courses à partager avec ma petite amie, maintenant mon épouse, puisque le chaos était terminé et que seules les personnes comme moi, qui avaient des camionnettes ou des véhicules tout-terrain, pouvaient circuler. Je suis entrée chez Walmart et j'ai pris les courses dont j'avais besoin pour retourner à ma camionnette. La neige tombait plus fort et il y avait déjà environ 5 à 7 cm au sol et il était déjà midi. Je rêvassais à l'idée de faire de la luge et de regarder des films les jours suivants avec ma petite amie. J'avais presque atteint ma camionnette. J'ai été secouée par quelqu'un qui m'a saisi le bras. En me retournant, j'ai vu une dame âgée qui mesurait environ 1,68 m. Elle m'a demandé si j'avais une cigarette. Je ne fume pas. Alors, je lui ai dit que non et je me suis retournée vers ma camionnette. Elle m'a encore doucement tiré le bras. Elle m'a alors dit qu'elle venait d'arriver de l'Alabama en bus avec sa petite fille et un chien, qu'elle était là pour un traitement contre le cancer du sein et qu'elle avait besoin d'argent pour un hôtel. Encore une fois, je lui ai honnêtement dit que je n'avais pas d'argent sur moi, ce que je fais délibérément, car je n'aime pas financer les habitudes de drogue des gens. Et je préfère acheter de la nourriture moi-même si c'est ce qu'ils veulent vraiment. À ce moment-là, elle m'a demandé si je connaissais bien le quartier. Voulant juste sortir de cette situation, j'ai dit non, ce qui était un mensonge, pensant qu'elle me laisserait tranquille. Puis, elle a demandé « Oh, d'accord. Eh bien, comme le temps est si mauvais, pourriez-vous me conduire à mon hôtel pour que je puisse retrouver ma petite fille et son chien qui attendent dans le hall? C'est juste ici sur la route. Je peux vous montrer. Je suis chrétien et on m'a toujours appris à aider les gens. Donc, même si tout à ce moment-là me disait de refuser cette femme, je lui ai dit d'accord, puisque j'ai été élevée selon la règle de ne jamais juger un livre par sa couverture. De plus, mesurant 1,83 m, je pensais pouvoir la maîtriser si les choses tournaient mal. Elle est donc montée dans ma camionnette contre toute attente, et la chose suivante que je sais, c'est qu'elle fumait une cigarette dans ma camionnette, et je lui ai poliment demandé de l'éteindre. Étant nerveux, j'ai manqué mon premier signal d'alarme quand elle m'a demandé une cigarette, puisqu'elle en avait manifestement. Elle a accepté et a jeté la cigarette par la fenêtre à mon grand désarroi. Alors j'ai commencé à rouler vers son hôtel. À ce moment-là, j'étais en alerte maximale. Au moment où je passais en revue les pires scénarios dans ma tête, j'ai remarqué qu'elle fouillait dans son sac, à la recherche de quelque chose, et regardait du coin de l'œil là où j'étais. Alors, je lui ai dit juste, pour que vous sachiez, j'ai une arme dans ma camionnette. Donc, n'essayez rien de fou. En réalité, j'avais bien une arme, mais c'était un fusil de chasse que j'avais négligé de sortir de ma banquette arrière quelques jours plus tôt. Et dans cette situation, cela ne m'aurait été d'aucune utilité si elle avait sorti une arme sur moi à ce moment-là. À cela, elle a arrêté de fouiller dans son sac et a sorti son téléphone portable de sa poche. Puis, elle m'a regardé et a dit « En fait, ça vous dérange de faire un détour ? Je dois récupérer de l'argent chez des amis à moi. » À ce moment-là, les signaux d'alarme retentissaient,
Mais encore une fois, ne jamais juger un livre par sa couverture continuait de me trotter dans la tête. Alors je lui ai dit que c'était d'accord, mais qu'il fallait faire vite, car je devais vraiment rentrer chez moi. À ce moment précis, elle a composé un numéro sur son téléphone et a dit « Oui, ce gars vient me conduire pour récupérer la chose. » Vous êtes prêts, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai demandé à parler à la personne. Quand j'ai répondu au téléphone, un homme qui semblait fumer depuis sa naissance a commencé à me répondre. J'ai commencé à lui poser des questions comme quel était son nom et je lui ai demandé s'il connaissait effectivement des hôtels à proximité. Il semblait trébucher sur ces mots, puis a dit qu'il devait partir. À ce moment-là, j'aurais dû comprendre et la mettre dehors de ma voiture, surtout après avoir vu tant de films d'horreur. C'est généralement à ce moment que la personne va à l'encontre de son instinct et le paie. Mais par peur qu'elle dise effectivement la vérité et que je me sente comme une terrible personne, j'ai décidé de continuer. À ce moment-là, nous avons tourné dans la rue et vu une voiture de police garée sur le côté. Je voulais la déposer chez le policier, mais je me serais vraiment sentie terrible si elle disait effectivement la vérité. Alors, j'ai dépassé le policier et elle avait ce sourire étrange et inquiétant, puis a dit « Content qu'il soit là, maintenant je me sens en sécurité. » En entrant dans le complexe d'appartements, j'ai vu à quel point il était délabré. Cela semblait être un endroit où il y avait beaucoup de trafic de drogue. Juste un endroit très inquiétant, même pendant la neige. Lorsque je me suis garée devant l'endroit qu'elle disait être celui de ses amis, elle a dit « D'accord, je vais chercher le gars et je reviens tout de suite. » À ce moment, j'étais très mal à l'aise avec tout ça. Les choses ne semblaient pas correctes. Elle a vu mon expression faciale qui voulait juste partir d'ici. Et à cela, elle m'a ricané en disant quelque chose comme quoi j'étais une personne terrible si je la laissais là. Surtout par ce temps et dans son état. À ce moment-là, je me suis juste énervée. Après tout, j'étais déjà allée hors de mon chemin pour l'aider. Pendant que j'attendais, j'ai commencé à penser aux choses qui pourraient arriver. Et si elle revenait avec une arme, ou pire. À ce moment-là, j'ai vu 3 gars s'approcher de ma camionnette. J'ai réalisé que les choses n'allaient pas bien. Elle m'avait tendu un piège pour me voler, ou autre chose, car ces gars étaient costauds, et l'un d'eux avait quelque chose derrière son dos que je ne pouvais pas voir. À ce moment-là, j'ai mis le véhicule en marche arrière et je suis partie. Dieu merci pour la transmission 4 roues motrices. J'ai regardé en arrière pour les voir me poursuivre et pour voir ce qui était caché derrière le dos de l'un des gars. C'était une barre de fer. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, mais maintenant, en y repensant, je vois à quel point j'étais stupide et aveugle. Il n'y avait aucun hôtel à proximité de la zone où j'étais. L'hôtel, ou le motel le plus proche, était à 20 minutes. Si j'avais attendu que les gars arrivent à ma camionnette, ils m'auraient probablement battu et volé, ou pire. Je remercie Dieu chaque jour d'avoir échappé et d'avoir pu me marier après cet événement. Après cela, je ne suis jamais retournée à ce Walmart, ni dans ce quartier d'ailleurs. Quelques mois plus tard, j'ai raconté cette histoire à un collègue, et il m'a dit qu'1 an auparavant, la même dame avait essayé la même chose avec lui, mais il avait complètement refusé. Un choix intelligent de sa part. Faites attention à qui vous aidez, car certaines personnes profiteront vraiment de vous
ou pire. Il y a quelques années, quand je vivais encore dans le nord de l'État de New York, quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé. Si vous avez déjà été dans le nord de l'État de New York pendant l'hiver, vous savez qu'il peut beaucoup neiger. Je passais généralement les soirées enneigées à regarder la télévision. J'habitais à environ 1,5 miles de toute autre maison et mon colocataire était sorti. Pour être honnête, être seule me mettait mal à l'aise. J'ai toujours eu une imagination débordante et les petits bruits aléatoires me faisaient vraiment peur. Comme je le disais, mon colocataire était sorti et il neigeait fortement. Il était probablement environ 21 ou 22 heures, si je me souviens bien, et je regardais la télévision comme d'habitude. Tout à coup, j'ai entendu un craquement dehors, comme si quelqu'un marchait sur la glace. Je me suis immédiatement tendue et mon esprit a envisagé toutes les possibilités. Ce n'était pas mon colocataire, puisque je n'avais pas entendu de voiture. J'ai écouté avec horreur les craquements devenir de plus en plus forts. J'ai couru dans ma chambre et verrouillé la porte. J'ai sorti mon fusil de chasse et pris mon téléphone, prêt à appeler le 911 au cas où. Je sais que ça peut vraiment sembler exagéré, mais rappelez-vous que c'est la nuit, sous une forte neige, à des miles de toute autre maison. Je veux dire, qui pourrait bien être dehors? Les bruits de pas se sont simplement arrêtés à un moment donné. Je me suis finalement endormie. Et quand je me suis réveillée, mon colocataire était revenu. Je suis sortie pour voir si je pouvais trouver des traces de qui était dehors. Et ce que j'ai trouvé me hante encore. J'ai vu des empreintes de pas dans la neige, sortant des bois et faisant le tour de ma maison. Les empreintes étaient en grande partie comblées, donc il était un peu difficile de déterminer où elles allaient. La partie la plus effrayante de tout cela est que les empreintes s'arrêtaient juste devant ma fenêtre de chambre. Les autres empreintes étaient comblées, mais celle-ci était fraîche, comme si quelqu'un était resté là toute la nuit, puisque la neige s'était arrêtée tôt le matin. Jusqu'à aujourd'hui, cela me fait encore peur. Je ne sais pas quel genre de personne pouvait être dans ces bois. Le fait que, pendant que j'étais dans ma chambre, il se tenait devant ma fenêtre, me fait encore frémir. J'ai déménagé de cette maison quelques mois plus tard. Il y a un peu plus de 10 ans, je venais de terminer l'université et j'étais retournée chez mes parents pour le loyer et la nourriture gratuite pendant environ 9 mois avant de quitter l'État pour l'école supérieure. Mes parents sont super cool et m'ont donné mon propre espace dans la maison. Mais être un jeune homme célibataire de 22 ans et vivre dans une maison au milieu de nulle part n'est certainement pas idéal. Mais je n'avais pas d'autres options. Alors j'ai commencé à chercher du travail plus pour passer le temps que pour économiser de l'argent. En passant, mes parents venaient de déménager à environ 64 km au sud d'une grande ville du Midwest. L'été s'est transformé en hiver et je n'avais toujours rien trouvé de solide. Mais à ce moment-là, j'avais désespérément besoin de passer plus de temps hors de la maison de mes parents. Alors, j'ai pris un travail à temps partiel pour faire de la comptabilité légère pour un petit propriétaire d'entreprise que mon père connaissait. Je ne voulais pas vraiment le faire puisque ça ne payait pas beaucoup. C'était à court terme et ce n'était même pas un vrai bureau. Mais encore une fois, comme mes parents vivaient au milieu de nulle part dans le Midwest, merci aux hectares et aux hectares de ferme. Je savais que j'avais des opportunités limitées pour gagner de l'argent. Et ce gars allait me payer au noir aussi. Mais en même temps,
un ami dans la ville m'a dit que si je lui payais juste $200 par mois et l'aidais à nettoyer, il me laisserait pratiquement dormir dans son salon jusqu'à ce que je sois prêt à déménager hors de l'État. La famille de l'ami de mon père avait une entreprise de type construction. Ils aidaient un peu à la construction, mais c'était finalement plus axé sur la location de quelques bobcats et de grandes tarières qu'ils possédaient. Aussi d'autres perceuses diverses, et puis des odd and end comme des générateurs et d'autres équipements de construction ou agricoles de bas niveau que quelqu'un dans cette région ne pouvait pas se permettre d'acheter, mais avait besoin d'utiliser de temps en temps. C'était une petite entreprise familiale où tout le monde connaissait tout le monde. Et le bureau n'ouvrait que les jours où quelqu'un passait, et c'était généralement une situation mutuellement bénéfique pour les propriétaires d'entreprises et les locaux. Comme j'étais diplômée dans un domaine adjacent aux affaires et que mon père m'avait recommandé, il me faisait confiance pour y aller environ 15 à 20 heures par semaine et vérifier et classer les formulaires de location. Le vieux bâtiment où je travaillais avait environ 90 ans et était au sommet d'une petite colline. Le rez-de-chaussée était un ancien bar de campagne jusqu'aux années 1970, quand cette famille l'a acheté pas cher, a débarrassé le bar et clôturé la propriété pour utiliser son aire de stationnement pour stocker tout leur équipement de location et leur matériel. Je pouvais généralement aller et venir comme je voulais, travailler les heures que je voulais tant que le travail était fait. Donc, si les choses étaient calmes et qu'il n'y avait pas de location pendant quelques jours, j'allais généralement après 19 heures et je restais jusqu'à environ minuit ou 1 heure, puisque je savais que je serais seule et pourrais écouter de la musique très fort et prendre mon temps et tout ça. Le bureau où je travaillais était au 2e étage du bâtiment, au-dessus de l'ancien bar, et donnait sur la longue allée. De mon siège, je pouvais facilement voir par la fenêtre, et 1 ou 2 fois, j'ai vu une famille de cerfs ou un raton laveur passer en courant. Et je regardais toujours quand je voyais du mouvement, car c'était très remarquable. C'était incroyablement isolé, très calme et silencieux. Donc, si quelque chose d'inhabituel se produisait, ou si quelque chose semblait bizarre, je le remarquais définitivement. Une nuit d'hiver, il avait neigé quelques centimètres, et mon père m'a dit de rester à l'intérieur, car les routes étaient mauvaises, mais j'avais un vieux SUV, et plus que ça, je voulais vraiment sortir de la maison. Je suis donc allée travailler vers 20 heures, et j'allais rester jusqu'à juste après 1 heure. Je laissais toujours la porte ouverte en bas de la colline, car croyez-moi quand je dis que personne ne venait jamais la nuit, puisque nous étions littéralement au milieu de nulle part. Je pense que la maison occupée la plus proche était à environ 3 kilomètres sur la route. Et même pour tourner sur notre route du rivage, il fallait venir uniquement à notre bâtiment spécifique, et probablement savoir qu'il était là auparavant. C'était vraiment un truc local uniquement et très petit, puisque la famille avait hérité de beaucoup d'argent et faisait cette chose de location en parallèle. Fondamentalement, personne ne se perdrait jamais et ne finirait pas à notre bâtiment. Donc, de toute façon, je dansais sur du Fall Out Boy et je prenais du café et je jetais un coup d'œil à la neige de temps en temps, puisque notre lumière orange se reflétait sur le sol à la porte et faisait briller la lumière sur la neige d'une manière vraiment cool. À un moment donné, vers minuit, je suis descendue aux grandes toilettes pour faire mes besoins, puis je suis remontée et me suis réinstallée dans mon travail.
J'ai probablement fait environ 5 minutes de travail quand j'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai vu une énorme empreinte de quelque chose dans la neige fraîche, juste sous la lumière. Il semble que ça devait être un énorme chien ou un animal substantiel qui venait de se rouler par terre, là, sur son dos, ou quelque chose comme ça. Puisque je ne l'avais pas remarqué 15 minutes avant, ça avait dû se produire pendant que j'étais aux toilettes, ou peut-être quand j'avais le dos tourné, puisque j'aurais certainement vu ce type de mouvement. Je l'ai oublié, et j'ai supposé que c'était un chien, ou peut-être même un animal de ferme qui s'était échappé, et peut-être qu'il était attiré par la lumière, ou quelque chose comme ça, car c'était courant dans ce genre de région. Qui sait? Vers 2 heures du matin, je partais, et comme toujours, je suis sortie de ma voiture pour fermer la porte. Et pour être honnête, j'avais à peu près oublié l'empreinte dans la neige, mais quand j'ai regardé en bas, j'ai été choquée de voir que ce n'était pas juste de la neige perturbée, mais c'était indéniablement l'empreinte d'un ange de neige fait par un humain. Si vous ne savez pas ce qu'est un ange de neige, c'est quand les enfants s'allongent sur le dos dans la neige et poussent leurs bras et leurs jambes d'avant en arrière pour que quand ils se lèvent, ça ressemble au contour d'un ange. Je faisais ça quand j'étais enfant, donc je savais à 100% que c'est ce que c'était, et c'était délibérément fait sous le lampadaire. Mais ce n'était pas d'un enfant, c'était d'une très grande personne, ou au moins d'un adulte normal, portant des tonnes de couches de gros vêtements d'hiver. J'ai levé les yeux, et j'ai vu ce que je savais déjà, que quiconque avait fait cet ange de neige pouvait facilement lever les yeux et m'avoir vu à travers cette fenêtre. Donc, ils ont dû attendre que je descende pour faire cet ange. Maintenant, j'aurais définitivement vu ou entendu si quelqu'un était venu en voiture à notre bâtiment, même si j'étais aux toilettes. Donc, je savais que quelqu'un avait dû marcher profondément dans la neige glacée et froide pendant quelques miles, s'arrêter devant notre bâtiment, et puis faire un ange de neige dans le peu de temps où je n'étais pas assis devant la fenêtre de mon bureau. Dans la neige, j'ai jeté un coup d'œil autour pour voir des traces, et j'ai vu qu'il y avait une série qui menait au bois voisin à droite du bâtiment. Donc, il était clair que la personne n'avait pas utilisé la route, mais était venue du côté opposé, ce qui m'a fait me sentir instantanément mal à l'aise, puisque de ce côté, il n'y avait que des arbres et l'obscurité sur des kilomètres et des kilomètres. J'étais définitivement un peu effrayée maintenant, puisque j'ai réalisé que quelqu'un venait d'être aussi proche de moi, secrètement, au milieu des bois. Et j'ai regardé autour, mais je n'ai rien vu que j'aurais manqué. Et maintenant, je voulais juste partir de là. Quand je suis remontée dans ma voiture et roulé quelques mètres, j'ai réalisé que mon patron serait là dans environ 4 heures et pourrait voir ce même ange de neige. Et alors, supposer que je l'avais fait, puisqu'il supposait probablement que je gardais la porte fermée quand j'étais là. Ce n'aurait pas été si grave, mais j'étais jeune, et je sentais qu'il pourrait se moquer de moi, sinon rien d'autre. C'étaient tous des hommes très virils. J'aimais les livres. Alors, j'ai rouvert la porte rapidement. J'ai couru. Puis, j'ai donné des coups de pied dans la neige pour cacher l'ange. Puis, je l'ai refermé et je suis retournée à ma voiture. Je devrais aussi noter que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai presque menti ici et dit autre chose, car cela semble faux, puisque je supposais que la personne moyenne ne sortirait pas réellement de son SUV et ne fuirait pas simplement dans leur voiture,
parce qu'ils sont gênés par un ange de neige. Mais en même temps, j'étais peu sûre de moi et je me souciais beaucoup de ce que les autres pensaient. Donc, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Aussi, je n'étais pas exactement complètement terrifiée à ce moment-là, même si c'était certainement troublant. Je pensais juste que c'était vraiment bizarre. Et ça aurait pu être un chasseur illégal, même si la chasse de nuit dans le froid n'avait pas vraiment de sens. De toute façon, l'empreinte avait été faite 2 heures plus tôt, et je supposais qu'ils étaient partis depuis longtemps à ce moment-là, mais c'est là que je l'ai entendu. Quand je montais dans mon SUV, il y a eu le rire aigu le plus fort venant des bois. Ça ressemblait presque à un faux rire comme la sorcière dans Le Magicien d'Oz, ou quelque chose comme ça. Comme si quelqu'un le faisait faux exprès, pour montrer qu'il n'avait pas peur de moi, ou de ma réaction, une fois que je saurais qu'il se moquait de moi sur notre propriété. C'était assez proche pour que je sache qu'il pouvait probablement me voir, mais je ne pouvais pas du tout les voir, puisqu'à part le lampadaire sous lequel j'étais, il n'y avait pas d'éclairage. Après quelques secondes de rire, ils se sont arrêtés. Et puis, il n'y a eu que le silence partout, sauf pour mon cœur qui battait dans mes oreilles. Puis, le rire a repris, plus fort cette fois, plus comme des cris et des rires combinés. Je me suis en quelque sorte figée pendant environ 5 secondes à écouter et paniquer. Maintenant, j'ai passé beaucoup de temps dans cette zone et je sais à quoi ressemblent les coyotes et les renards la nuit, avec leurs cris aigus pendant la saison des amours. Donc, je ne peux pas complètement écarter cette possibilité logiquement. Mais pour moi, ça ressemblait honnêtement à un homme adulte essayant d'imiter une femme qui rit. Comme si quelqu'un essayait délibérément de faire un faux rire strident effrayant pour effrayer quelqu'un. Eh bien, ça a marché. Après ces 5 secondes, je me suis immédiatement remplie d'adrénaline. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie de là aussi vite que possible, sans glisser hors de la route. De retour à la maison, j'étais debout toute la nuit à essayer de comprendre. Et j'ai même raconté l'histoire à mes parents quand ils se sont réveillés. Après en avoir discuté, nous avons tous décidé que c'était l'une de 2 choses. C'était soit mon cerveau qui s'était en quelque sorte convaincu que la formation de neige avait la forme d'un ange, alors qu'elle était en réalité juste causée par un animal. Et puis, les traces de neige et le rire n'étaient qu'un coyote ou un renard roux, bien que je ne pense pas que c'était ça. Ce que je crois vraiment, la deuxième chose, c'est qu'un local se promenait pour une raison quelconque et a décidé de se moquer de moi. Je n'avais pas d'amis proches restant dans cette zone qui auraient fait ça. Et s'il l'avait fait, il l'aurait certainement mentionné pour se moquer de moi d'avoir fui en vitesse terrorisée. J'ai découvert plus tard que la maison la plus proche était habitée par un couple super âgé. Donc, je doute fortement que c'était l'un d'eux. Ce qui signifie que celui qui est sorti dans les bois la nuit, dans le froid glacial, l'a fait juste pour se moquer d'un étranger. Je n'ai pas de problèmes mentaux, ni d'antécédents familiaux. Je ne prenais pas de drogue, et je buvais socialement à cette époque, mais certainement pas cette nuit-là. Je ne crois pas non plus au paranormal. Donc, je n'y ai jamais pensé une seule fois. Et dans mon cœur, je sais que quelqu'un était là-bas. J'ai travaillé là encore 6 semaines environ, et je n'ai jamais eu un seul problème, bien que je savais où mon patron gardait son arme. Et je m'assurais toujours qu'elle était là quand je commençais mon service. Je fermais certainement toujours la porte
À partir de ce moment-là, en repensant à cette expérience, cette nuit-là, la partie qui m'a le plus effrayée était qu'il avait dû attendre que je parte pendant environ 2 heures, juste pour faire ce rire. Il ne me connaissait pas. J'aurais pu être fou et le type de personne à se mettre en colère et essayer de le trouver et l'attaquer. Ouais, et il ne semblait pas avoir peur ou s'en soucier pendant qu'il essayait de se moquer de moi. Pour un gars au hasard, c'est probablement une histoire qu'il raconte de son point de vue pour faire rire tous ses amis hystériquement. Mais pour moi, ce type, celui que j'appelle le gars de l'ange dans la neige, celui avec le rire que je n'oublierai jamais, eh bien j'espère ne jamais le rencontrer, ou quelque chose comme ça à nouveau. C'est mon tout premier post, mais la lecture d'autres histoires m'a inspiré à partager la mienne. J'avais environ 6 ou 7 ans quand c'est arrivé. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, ainsi que toutes leurs affaires. C'était historique et beau. Rien de mal ne semblait jamais arriver sauf la rare mort ou meurtre. Il y en a eu 2 qui ressortent dans ma mémoire, mais c'est pour un autre poste. Ma famille vivait sur la route principale, traversant la ville en face de mon école locale de la maternelle à la 8e année. C'était dans une ferme sans ferme et 4 acres. J'adorais ça. Cependant, ce jour est un que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire. La région où je vivais est connue pour ses hivers très longs et très neigeux. Les prévisions annonçaient une forte tempête de neige en fin d'après-midi et en soirée. En raison de l'heure des prévisions, la plupart des écoles de notre région ont décidé de fermer pour le jour même et le lendemain. Ma mère, qui détestait la neige, a exigé que mon père appelle son travail pour aider avec moi, mon petit frère et ma grande sœur, mais plus encore pour aider avec la neige. Nous avions déjà un bon pied et demi au sol, dehors des tempêtes précédentes. Donc, mon père était heureux d'accepter pour l'empêcher de s'accumuler. Avant que la tempête ne commence, j'ai fait un rapide voyage dans une chaîne de librairies populaires avec ma mère. Je ne peux pas me rappeler pourquoi ou ce dont elle avait besoin là-bas. Mais je me souviens avoir quitté le magasin avec un nouveau lama en peluche à ajouter à ma collection grandissante d'animaux en peluche. J'étais ravie. De toute façon, nous sommes rentrés à la maison avec le livre de ma mère et mon animal, et nous étions prêts à terminer la journée. Peu après notre retour, les premiers flocons ont commencé à tomber du ciel. Mon frère, qui n'avait qu'1 an de moins que moi, a commencé à supplier mes parents de l'habiller pour que nous puissions sortir et jouer dans le magasin. Ils ont accepté, mais je devais sortir avec lui et nous devions rester dans l'allée où il pouvait nous voir. Je me suis habillée dans mes vêtements de neige et j'ai même trouvé un pull terne à mettre sur mon nouveau lama. Mon frère a mis 20 minutes de plus à s'habiller parce que ma mère devait l'aider. Après le frère et une histoire de Noël, et c'était lui, une fois emmitouflé, nous nous sommes arrêtés dehors dans nos bottes et nos vestes raides et avons commencé à nous jeter dans la neige. Le temps a passé vite. Nous avions construit un bonhomme de neige, un fort, et même eu une bataille de boules de neige. Et avant longtemps, j'avais trop froid et je voulais rentrer, mais mon frère ne voulait pas. Pendant que j'essayais de le convaincre de rentrer avec la promesse de chocolat chaud et d'un film, une petite berline Bordeaux s'est garée dans notre allée. J'ai trouvé ça bizarre. Qui conduirait par ce temps? Puis, il m'est venu à l'esprit que ça ressemblait exactement à la voiture de ma tante Penny.
J'ai vite couru à l'intérieur pour dire à mes parents qu'elle était à la maison, laissant mon frère tout seul dehors. « Tante Penny est là !» ai-je crié. Mon père est rapidement passé devant moi jusqu'à la fenêtre et ma mère l'a suivi. Je me demandais pourquoi ils avaient l'air si inquiets pour une visite d'un membre de la famille. Alors, je suis retournée en courant dehors vers la voiture pour l'accueillir. Quand je suis sortie, j'ai remarqué que la voiture s'était avancée dans notre allée et à côté de mon frère, qui était pratiquement immobile à cause des vêtements de neige d'ailleurs. Je me suis mise à côté de lui et j'ai souri, prêt à accueillir notre tante qui vivait à presque 1 heure de là. Au lieu de cela, cependant, j'ai été accueillie par un homme âgé, mince, avec des cercles sombres autour des yeux et des cheveux gris clairsemés. Il gardait ses yeux vides fixés sur mon frère. Ils avaient l'air affamés, comme s'il se régalait de l'enfant avec ses yeux. Mon estomac s'est noué et je suis passée directement en mode danger étranger, tirant mon frère en arrière d'un pas avec moi. « Et les enfants? Vos parents sont à la maison? Vous étiez seul ?» a-t-il demandé. J'ai reculé d'un autre pas et j'ai timidement répondu qu'ils étaient à la maison. Ils étaient à l'intérieur. Ma mère m'avait toujours dit de répondre cela, qu'elle soit à la maison ou non, dans l'espoir d'effrayer quiconque ayant de mauvaises intentions. Le comportement entier de l'homme a changé. La faim dans ses yeux a disparu. Il avait l'air paniqué et frustré. Puis, il a rapidement commencé à essayer de sortir de notre allée bizarrement formée. Mais ses pneus glissaient sur la neige fraîche. Avant que je ne m'en rende compte, mon père était là. « Hé, je peux vous aider ?» a-t-il demandé. L'homme l'a alors regardé et a commencé à chercher dans sa voiture. Je me suis approchée et tout. Ce que je pouvais voir à l'intérieur étaient des sacs poubelles bosselés et de la saleté sur la banquette arrière. « Ouais, je cherche Smith Road », a répondu l'homme. Mon père nous a rapprochés, mon frère et moi, de lui. Vous savez dans quelle ville vous êtes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de route de ce nom, a-t-il dit. L'homme a bafouillé quelques mots de plus, murmurant un désolé, puis a rapidement quitté notre allée. Mon père a noté son numéro de plaque et a appelé notre service de police local pour les informer de ce qui s'était passé. Ils ont dit de simplement passer la journée à l'intérieur et l'ont remercié de les avoir prévenus. Je n'ai plus jamais joué avec ce lama en peluche. Il est allé dans mon vieux bac de rangement de jouets et n'en est jamais ressorti jusqu'à ce que nous déménagions des années plus tard, seulement pour être vendu lors de notre vente de garage. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment à propos de ce jour et de ceux qui auraient pu arriver si mon père n'était pas sorti. Je voulais me débarrasser de tout ce qui me le rappelait. Le fait que cela ait secoué mes parents m'a également mis mal à l'aise, car ils ne s'effrayaient pas facilement. Je ne sais pas qui était cet homme, ou pourquoi il voulait savoir si nos parents étaient à la maison. Mais mon instinct, à l'époque et aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, était qu'il cherchait quelque chose de plus que la route Smith inexistante. Je suis une femme de 21 ans et l'histoire s'est passée quand j'avais environ 11 ans. Je me souviens clairement de ce jour car c'était la première fois qu'on me permettait d'aller à l'école et d'en revenir seule. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai vécu dans ce que nous pensions être un endroit sûr dans le comté de Chautauqua, New York. Tout le monde connaissait tout le monde. Si vous pensiez vous en tirer avec quelque chose, alors préparez-vous à avoir l'oreille abusée au moment où vous rentrerez chez vous. Il y a eu ce jour-là, cependant,
C'était une froide journée d'hiver et l'école était malheureusement encore ouverte. Donc, tous les enfants du quartier devaient marcher dans la neige jusqu'aux genoux, juste pour aller à l'école. Il m'a fallu un peu plus de temps pour quitter la maison, car j'avais l'habitude de marcher avec ma grande sœur jusqu'à l'école, puisqu'elle connaissait mieux les routes que moi. Je me moquais toujours d'elle pour être si paranoïaque et prendre une route différente chaque jour depuis l'école. Mais après ce jour, j'ai appris que c'était ce qui m'avait en fait sauvé la vie. Alors que j'attendais près de la porte pour partir, ma mère est venue vers moi et m'a dit que je devrais faire le trajet avec elle pour me déposer parce que ma sœur était trop malade pour y aller aujourd'hui. Étant une peste, j'ai fait toute une histoire pour marcher seule parce que j'avais presque 12 ans et que tous les parents de mes amis les laissaient marcher seuls. Elle m'a regardée pendant un long moment, puis m'a dit de juste m'assurer de faire attention aux voitures. Je m'étais fait renverser par une voiture et j'avais failli mourir quand j'avais 9 ans. Donc, l'inquiétude qui se montrait sur son visage était bien justifiée. J'ai rapidement hoché la tête et je suis sortie pour aller à l'école. Ma sœur n'aimait pas perdre de temps. Alors elle était toujours pressée d'arriver tôt à l'école. Mais comme c'était juste moi maintenant, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de prendre mon temps. Je jouais dans la boue brune qui restait sur le bord de la route. Et je faisais même des boules de neige drôles pour voir jusqu'où je pouvais les lancer. Bref, à mi-chemin de l'école, j'avais remarqué la typique camionnette blanche effrayante qui me suivait. Étant l'enfant joueur que j'étais, si j'avais été penchée pour faire une autre boule de neige, je ne l'aurais même pas remarqué rampant lentement dans la rue. Je me suis dit que j'étais juste stupide, paranoïaque, mais j'ai continué plus rapidement vers l'école. Une fois arrivée à l'école, j'ai jeté un rapide coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu la même camionnette juste à quelques mètres derrière moi. Ce n'est que lorsque j'étais sur le terrain de l'école qu'elle s'est éloignée rapidement en me dépassant. Je pensais que ce serait la fin. Mais tout au long de la journée, quand je regardais par la fenêtre, la camionnette était toujours là. J'ai supposé qu'elle n'était jamais vraiment partie, juste garée. De nombreux adultes essaieraient de me convaincre des années plus tard que ce n'était peut-être pas la même. Mais je savais au fond que c'était elle. La camionnette en question avait un autocollant emoji sourire jaune vif. Je ne pouvais pas voir qui était dans la camionnette, mais à travers la teinte du verre, je savais qu'il pouvait me voir. Eh bien, c'était maintenant la fin de la journée. Et je n'étais vraiment pas prête à rentrer chez moi. Il était aussi trop tard pour appeler ma mère, parce qu'elle était au travail. Et ma sœur était toujours malade à la maison. Je devais juste prendre sur moi et commencer à rentrer chez moi. J'ai essayé de me fondre dans un groupe d'enfants, mais la plupart d'entre eux étaient en voiture et les autres ne vivaient même pas près de chez moi. Me souvenant de ce que ma sœur m'avait dit, j'ai pris une autre route pour rentrer. Je n'avais pas bien mémorisé cette route, mais j'ai décidé que tout était mieux que d'être repéré par cette camionnette. Je suis arrivée à ma rue principale, mais j'ai réalisé mon erreur trop tard. La route que j'avais prise menait de nouveau à la rue principale où je marchais pour aller à l'école. Derrière une rangée de voitures se trouvait la camionnette blanche, avec l'autocollant emoji souriant. J'ai essayé de rester calme et de passer, mais une fois que j'ai entendu la porte de la camionnette s'ouvrir silencieusement, j'ai couru. Je pouvais entendre la précipitation de 2 paires de pas lourds derrière moi. Ils se rapprochaient. Alors,
j'ai fait ce que n'importe quel enfant normal ferait. J'ai coupé les coins, je me suis faufilée dans la cour de quelqu'un, jusqu'à ce que je sois directement devant ma maison, et je me suis forcée à traverser l'épaisse neige pour atteindre la porte. Mon cœur battait la chamade, pas parce que je courais, mais parce que je pouvais toujours les entendre derrière moi. Je suis arrivée à la porte et j'ai frappé de toutes mes forces jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la porte. Ma sœur avait l'air confuse, mais un regard sur mon visage et elle m'a tirée à l'intérieur et a verrouillé les portes. La camionnette était toujours dehors. En vérité, elle est restée là jusqu'à ce que mon frère rentre à la maison. Ma sœur et moi n'en parlons pas, mais nous savions toutes les deux à quel point j'ai failli disparaître. Je n'avais pas pensé à cet incident depuis des années, mais un de mes amis de ma ville natale m'a montré un article qui est sorti en 2013. Apparemment, des hommes avaient kidnappé et agressé une fille de mon âge. Cela ne m'aurait pas effrayé si l'article n'avait pas mentionné la camionnette blanche. Qui que vous soyez qui avez tenté de me kidnapper et de faire Dieu, c'est quoi d'autre? Je suis juste très heureuse que vous n'ayez pas réussi. Quelques informations avant que je commence. Je viens du Texas, donc je n'ai pas beaucoup de chaussures avec des fils dessus. Celles que j'avais étaient usées et finalement déchirées, et j'avais besoin d'en acheter de nouvelles bientôt. Aussi, je suis une fille potelée d'1,63 m et c'était vers 20 heures. Je vis à Chicago pour les études et j'avais besoin d'acheter quelque chose avant le vortex polaire. L'école où je vais est près de State Street et j'ai décidé d'aller au Walgreens qui était près du Chicago Theater. Je devais m'arrêter chez Target, puis chez Walgreens. Après avoir acheté tout ce dont j'avais besoin et m'être assurée d'avoir tout emballé, je me suis dirigée vers les portes. En marchant vers la sortie, j'ai remarqué qu'un homme grand se dirigeait dans la même direction au même moment. Alors, j'ai décidé de le laisser passer en premier. Mais il est resté là, à me fixer. Il n'a fait aucun geste, mais je me suis dit « Oh, peut-être qu'il veut être gentil et être galant. » Alors, j'ai avancé en premier et il m'a suivi. J'ai remarqué qu'il avait commencé à neiger fondu et je savais que j'allais commencer à glisser partout parce que les bottes que je portais avaient des semelles très fines. Alors, j'ai dû ralentir ma marche ou je serais tombée sur les fesses. J'ai commencé à marcher et c'est à ce moment que j'ai remarqué qu'il marchait au même rythme que moi. Je pensais que j'étais sur son chemin, mais je pensais aussi que le trottoir était extrêmement large et qu'il pouvait facilement me contourner. Je me suis quand même mise sur le côté pour voir s'il allait passer ou quelque chose comme ça, mais son ombre m'a suivi juste derrière. J'ai essayé de marcher un peu plus vite maintenant, mais je pouvais déjà sentir que je glissais et perdais l'équilibre. Il a fini par marcher un peu plus vite pour me rattraper, et bientôt, il était juste à côté de moi, calquant mon rythme de marche. J'ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, mais il n'a rien dit. Il m'a juste fixé. Quand j'étais devant le théâtre, il a fini par passer devant moi et m'a juste arrêté dans ma course. J'ai essayé d'aller à sa gauche, mais il s'est mis devant moi pour me couper la route. J'ai essayé à droite et il a fait la même chose. J'ai marché un peu plus vite et il a fini par tourner autour de moi. Il finit par bloquer mon chemin à nouveau et sort une cigarette et se met juste devant mon visage et essaie de l'allumer, mais n'y arrive pas à cause de la neige fondue et du vent.
J'ai saisi cette chance pour m'éloigner de lui, en glissant, mais il continuait d'essayer de se mettre devant moi tout en allumant la cigarette. Je suis arrivée à l'arrêt CTA pour descendre les escaliers, mais comme il était super grand, il a utilisé son corps massif pour bloquer les escaliers devant moi. Il me fixait et je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Par chance, une femme plus âgée passait par là et il l'a laissée passer. Je me suis faufilée par la petite ouverture qu'il avait faite pour elle et j'ai demandé si je pouvais rester avec elle à cause de ma situation. Elle a été super compréhensive, bien sûr. Je voulais le dire au personnel du CTA, mais bien sûr, il n'y avait personne dans la cabine. Nous avons sorti nos cartes en même temps et sommes passés par les tourniquets en même temps. Ils ont vu que je m'étais associée avec elle et ont essayé de nous rattraper. Mais il est tombé à court d'argent, ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'est pas passé avant quelques minutes plus tard. Ma nouvelle amie et moi avions commencé à faire la conversation pour me calmer un peu, et elle m'a demandé quel train je prenais et quel était mon arrêt. À notre surprise, nous allions dans la même direction, avec exactement le même arrêt. Il nous a suivis en bas et fumait toujours une cigarette, mais c'est là que le CTA l'a remarqué et se dirigeait vers lui. Ils se sont retournés pour qu'il puisse fumer une cigarette rapidement, ce qui signifiait qu'il nous a quittés des yeux. À ce moment-là, mon train est arrivé et nous sommes montés toutes les deux. Il nous a vus et a essayé de monter, mais il l'a manqué de quelques secondes. Nous avons toutes les deux pensé que c'était juste. Nous avons continué à parler même après être descendus à notre arrêt. Et à ma surprise, elle m'a pratiquement raccompagnée chez moi parce qu'elle vivait un pâté de maison plus loin. Le monde est petit. Cette rencontre est réelle et m'est arrivée il y a 6 ans quand j'avais 16 ans. Pour le contexte, je suis une femme. Je vis en Nouvelle-Angleterre, une région du nord-est des États-Unis où les hivers sont très neigeux avec de longues nuits froides et sombres et des jours courts. Une telle nuit en février, j'étais seule dans la maison de mes parents, qui se trouve dans un quartier résidentiel calme et sûr, où les maisons sont à environ 30 mètres les unes des autres. Mes parents avaient divorcé des années auparavant, mais étaient toujours en bons termes. Alors quand ma mère a décidé de vendre la maison d'enfance, mon père l'a achetée pour que je puisse continuer à y vivre. Pendant le déménagement, aucun de mes parents ne restait à la maison pendant quelques nuits et seule ma chambre à l'étage avait des meubles. Le reste de la maison était pratiquement vide avec des boîtes éparpillées partout et Internet n'avait pas encore été transféré. Alors, je m'asseyais souvent au fond du salon et profitais du Wi-Fi de nos voisins. C'était amusant de ne pas avoir mes parents là pendant quelques nuits. Alors, je restais debout tard avec mon nouveau ordinateur portable et je surfais sur le web jusqu'aux premières heures du matin. Pendant ma 2e nuit de solitude, il a neigé tard dans la soirée et je me suis assise dans le salon sombre sur une chaise pliante avec seulement l'écran de mon ordinateur portable pour la lumière avec la neige qui tombait silencieusement dehors. Le quartier était silencieux car les voitures ne passent généralement pas après 22 heures et les voisins restent à l'intérieur pour se tenir au chaud. À 2h30 du matin, j'ai décidé d'aller me coucher et je terminais mes activités Internet pour la nuit quand j'ai entendu 3 coups très lents et silencieux à la porte d'entrée à quelques pas. J'ai immédiatement fermé mon ordinateur portable, sachant que l'écran lumineux me rendait visible depuis l'extérieur, puisque les fenêtres n'étaient pas couvertes. Je me suis levée de ma chaise
et me suis approchée très silencieusement de la porte et me suis agenouillée sous une fenêtre pour écouter dehors. Figée de peur, j'ai attendu ce qui était probablement environ 2 minutes complètes quand j'ai entendu 3 autres coups identiques. Ils étaient très lents et auraient été trop silencieux pour réveiller quelqu'un qui aurait dormi. J'ai rassemblé le courage de regarder par la fenêtre et j'ai vu une silhouette sombre debout très près de la porte d'entrée, vêtue d'un manteau d'hiver noir et d'un pantalon noir. Une capuche tirée sur sa tête cachait ses cheveux et son visage, et il se tenait immobile avec ses bras le long du corps. J'ai envisagé d'appeler la police, mais j'ai finalement décidé de continuer à attendre. Je me suis remise derrière la porte, loin de la fenêtre, et après environ 2 minutes de plus, j'ai pu voir l'homme descendre l'allée devant la maison en partant. Soudain, il s'est arrêté, s'est retourné et a regardé directement par la fenêtre à travers laquelle je l'observais. Environ 15 secondes sont passées pendant que nous nous regardions, mais je ne pouvais pas voir son visage sous l'obscurité de sa capuche. Finalement, il s'est retourné et a descendu l'allée et la rue. Il ne s'est arrêté dans aucune autre maison, a juste continué dans la rue sous la neige qui tombait, et je l'ai regardé pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'obscurité. À ma connaissance, cela ne s'est pas reproduit depuis. Je vis toujours dans cette maison et j'ai occasionnellement des cauchemars dans lesquels la scène se rejoue. Sauf que dans les rêves, je lui ouvre la porte.